Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Sylvain Trottier, le directeur de Conséquence, l'association de sensibilisation aux enjeux climatiques, publie une étude sur l'impact du réchauffement sur 8 filières protégées. Dans notre débat, on va parler de l'engagement des collectivités pour développer et soutenir l'agriculture biologique. On va prendre l'exemple de l'agglomération du Douaisis dans le Nord. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Open Climat, plateforme d'information dédiée à l'action climatique des entreprises. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Sylvain Trottier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de Conséquence, association de sensibilisation aux enjeux climatiques qui publie une étude sur l'impact du réchauffement. Alors c'est très intéressant, vous vous êtes concentré sur 8 filières protégées, AOP, IGP. De quelle filière il s'agit ? Alors, il s'agit de 8 filières principalement agroalimentaires. On a décidé de ne pas s'occuper du vin, des boissons, qui sont souvent traitées quand on parle de changement climatique. On a choisi des filières fromagères, on a choisi quelques agrumes, donc clémentine de Corse, citron de Menton, il y a la noix du Périgord, il y a un produit très emblématique, c'est le foie gras. C'est la période des fêtes. Et donc 3 fromages, le Munster, le Reblochon et le Roquefort. D'accord. Avec un objectif, pourquoi vous faites une étude comme celle-là ? Quel objectif ? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre et éventuellement quelles leçons à tirer ensuite, quoi ? Alors on sait que les agriculteurs en général sont les premiers témoins, les premières victimes du changement climatique, mais les produits du terroir, donc sous appellation, sous indication géographique protégée, sont encore plus vulnérables parce qu'ils sont, ils sont cantonnés à un territoire, ils sont liés aussi à des traditions, des savoir-faire, des règles de production qui parfois sont mises à mal par les impacts du changement climatique. C'est ce qu'on a constaté, par exemple, alors ça a été un détonateur l'année 2022, avec sa sécheresse, ses vagues de chaleur. Il y a eu des dizaines et des dizaines de demandes de dérogation au fameux cahier des charges qui font que ces produits peuvent être labellisés. Ça a été vraiment un détonateur, une prise de conscience. On a voulu aller voir 2 ans après ces différentes filières, où elles en sont. Est-ce qu'elles ont mis en place des stratégies d'adaptation ou pas? Est-ce qu'elles considèrent que c'était juste un accident ou est-ce qu'elles regardent vraiment le changement climatique en face? Des filières qui représentent, on a retrouvé ce chiffre qui date de 2022, l'année en question, plus de 4 milliards 180 millions d'euros de chiffre d'affaires pour ces produits AOP et IGP en général, pas les filières dont vous parliez. Comment elles font face justement? Quelle stratégie d'adaptation? Alors la question est presque trop large, mais quelles stratégies d'adaptation ont été mises en place? Alors en fait, là ce qu'on voit, c'est que ces filières, elles sont face à une double contrainte. Il y a les impacts du changement climatique qui se répètent. Il y a les chaleurs, les sécheresses. Il y a la douceur hivernale, par exemple, avec une recrudescence de ravageurs, de parasites. Ça, c'est pour l'arboriculture. Il y a aussi les pluies diluviennes qu'on a là plutôt depuis 1 an. Oui, ce qui était épisode extrême, ça devient habituel, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, c'est récurrent. Voilà, les épisodes extrêmes se répètent, se rapprochent. Et donc, il y a un peu une course contre la montre. Ce que toutes les filières nous ont raconté, c'est qu'elles testent, elles expérimentent. Après, elles ont des moyens souvent assez limités. C'est des filières assez locales. Elles testent, elles expérimentent, elles mettent en place des choses, notamment pour faire face aux futures vagues de chaleur, aux futures sécheresses. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'eau. C'est-à-dire qu'elles anticipent les futures crises 2022, en fait, parce que ça risque de revenir assez rapidement. Elles testent pour ce qui est arboriculture, par exemple, pour la noix du Périgord, ils font des tests de nouvelles variétés, mais qui nécessiteront de changer les règles, de changer les fameux cahiers des charges. On en revient à l'AOP ou l'IGP, c'est-à-dire qu'elles risquent, ces filières, de sortir de leur cahier des charges pour s'adapter au réchauffement. Alors c'est là où la tradition, parce que souvent ils obéissent à des règles, à des traditions qui ont été créées il y a des décennies, des fois il y a des siècles, des façons de faire, mais qui ont été décidées
dans un climat différent et qui ne seront pas adaptées au climat futur. Donc il faut qu'elles anticipent le climat futur et donc il faut qu'elles demandent des changements. Elles vont sans doute être obligées de changer des règles. Ça veut dire qu'il y a des traditions, entre guillemets, qui pourront sans doute pas se maintenir. Il y a des produits qui vont sans doute changer, peut-être changer de goût. Ça, c'est une quasi-certitude. Est-ce que ça peut aller au risque de perdre finalement l'AOP, quoi ? Alors, à cause du réchauffement. Pour perdre l'AOP, il faut 5 années de suite où on a une partie importante de la production qui n'a pas pu être labellisée. Donc, pour l'instant, là en 2024, on n'en est pas encore là. Mais avec les projections climatiques, d'ici 25 ans, il y a certaines cultures, notamment, je vais parler un exemple qu'on ne traite pas dans l'étude, mais c'est les abricots, l'abricot du Roussillon. En 2050, il se peut que ce soit plus du tout possible de cultiver de toute façon cet abricot dans la région. Dans cette région-là, parce qu'il est trop chaud. Parce que de toute façon, l'aire de répartition, elle aura évolué. Vous avez commencé à l'évoquer, mais je trouve que c'est intéressant de parler de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence. Donc là, aujourd'hui, ces filières, et vous nous disiez, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, parce que ce sont des filières très, très localisées, elles partent au plus pressé. C'est-à-dire qu'elles cherchent des solutions face à cette urgence. Ça veut dire qu'elles n'ont pas les moyens d'anticiper sur les solutions d'après-demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, toutes les filières, tous les producteurs qu'on a rencontrés, ils sont très optimistes, ils sont très volontaires. Ils mettent beaucoup d'énergie dans des tests en respectant les règles environnementales, etc. Par contre, c'est clair qu'ils se préparent pour les années à venir. Mais quand on leur demande et le climat dans 20 ans, dans 25 ans, la vision là, c'est pas possible pour eux, c'est trop lointain. Donc en effet, ils partent au plus pressé et ils sont pas dans le questionnement du futur de la filière à très long terme. Ça, c'est une certitude. Qui pourrait endosser ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, c'est une question de structuration, finalement. Vous dites que ce sont des filières plutôt localisées. Donc, il faudrait quoi ? Il faudrait qu'elles se... Je ne sais pas, je réfléchis tout haut, mais qu'il y ait une sorte de syndicat de ces filières, qu'elles puissent mettre une puissance commune sur ces études et sur la recherche de solutions à long terme. Alors, sur certains secteurs, par exemple les filières laitières, elles sont structurées, organisées, donc il y a une réflexion, il y a des efforts, etc. En fait, ça dépend vraiment des filières. Mais la question se pose en général pour l'agriculture, sur l'adaptation au changement climatique et le fait d'avoir des politiques vraiment structurées à long terme. Pour l'instant, il faudrait peut-être qu'il y ait un dialogue et un partenariat renouvelé au niveau des territoires qu'elles desservent. Par exemple, on pense le Roquefort, les gens du Roquefort là, dans la zone concernée, ils nous ont dit, mais nous, s'il n'y a plus de Roquefort là où on produit, activité il n'y a plus rien. Bien sûr. Ces filières, AOP, IGP, souvent, elles rendent énormément de services à leur territoire en termes économiques, touristiques, en termes symboliques. Et donc... Mais ça, les régions en sont conscientes, ou le département, donc j'imagine qu'ils quand même y participent, ils mettent de l'argent. On va parler de bio et de collectivité locale dans un instant dans cette émission. Alors les régions et les partenaires locaux, oui, sont investis, mais il y a peut-être une sorte de co-adaptation à inventer pour justement que ces filières se maintiennent sur leur territoire. Il y a aussi la question qui est renvoyée on va dire du côté des consommateurs. Alors déjà, ce sont des produits qui sont un peu plus chers, mais parce qu'on paye aussi, on paye les services rendus. Par ces produits, on paye aussi une qualité. Mais la question, c'est au bout d'un moment aussi, ça restera quand même qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour le maintien de ces filières locales. Mais tiens, vous parliez de services rendus, on peut développer ça. Il faudrait valoriser les services rendus par ces filières ? Alors, on sait que ce sont des filières, en général, d'un point de vue environnemental, qui sont plutôt exemplaires. On pourrait valoriser le fait qu'elles aident à stocker du carbone, qu'elles aident à maintenir, à mettre en place des circuits plutôt courts, plutôt vertueux, à entretenir les paysages, que ça soit l'élevage ou que ça soit l'arboriculture. Donc tous ces services pourraient être en effet rémunérés. Il y a des chercheurs de l'INRAE notamment qui travaillent là-dessus et qui avancent des pistes de travail où il y aurait une sorte de partenariat renouvelé entre tous les acteurs locaux où les
les bénéfices de ces filières seraient mis au service de l'investissement pour l'environnement et pour le maintien de ces filières. Il y a un dernier thème dont je voudrais qu'on parle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et j'ai oublié de vous poser la question, mais on parle de cahier des charges et d'évolution du cahier des charges. Alors, comment faire évoluer le cahier des charges sans que ça devienne encore plus administratif, encore plus complexe, encore plus lourd? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les filières en question, toutes nous disent oui, en effet, on va faire évoluer le cahier des charges, mais ils ont tendance à se plaindre quand même de la lourdeur des procédures. Parfois à juste titre. Bon. Ces procédures quand même les protègent aussi, parce qu'ils le disent aussi, la clémentine de Corse, c'est 65 points de contrôle. Mais ils ne s'en plaignent pas, parce qu'ils disent que c'est ça qui fait que la clémentine de Corse n'a rien... ça les protège aussi de ceux qui voudraient faire de la vraie fausse clémentine. De la concurrence espagnole, par exemple. Donc, ils sont en train de toute façon de réfléchir avec l'INAO, qui est l'organisme un peu qui chapeaute toutes ces appellations, sur une façon quand même d'assouplir et de rendre un peu plus rapide ces adaptations de cahier des charges pour ne pas avoir à demander des dérogations dans un moment de crise, comme ça a été le cas en 2022, parce que c'est très très lourd, déjà c'est très lourd d'un point de vue de la charge de travail, du stress et de la charge administrative, et d'anticiper le plus possible les changements et les impacts du changement climatique. Merci beaucoup Sylvain Trottier. Merci Thomas. Et à bientôt. On continue de parler de notre agriculture, comment les collectivités justement peuvent aider, s'associer, soutenir l'agriculture bio. Le débat de ce Smart Impact, on parle de la filière de l'agriculture bio, des moyens de la soutenir avec Jean-Luc Allais. Bonjour, bienvenue, vous êtes le maire d'Amel et vice-président de l'agglomération du Douaisis. On est dans le Nord évidemment. Philippe Camburet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, céréales et bio dans Lyon et président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je commence par peut-être quelques mots sur ce territoire. On est évidemment dans l'ancien bassin minier. Ça pèse quoi l'agriculture aujourd'hui ? Au-delà du bio, l'agriculture en général. Alors, sur notre territoire de Douaisis-Aglo, c'est encore quand même 50% de la surface agricole, de la surface du territoire. La SAU, c'est la moitié. On a un territoire de 22 000 hectares. On a encore 11 000 hectares quand même d'agriculture. Agriculture de grande plaine, blé, betterave, céréales, classiques. Très peu malheureusement de bio, malgré tous les efforts qu'on mène depuis maintenant une vingtaine d'années. Même si on a réussi à multiplier par 10 la surface en bio, on est à peine à 5% de surface en bio sur le territoire. Philippe Camburet, c'est vrai que la filière de l'agriculture bio, elle souffre, on ne va pas faire semblant, depuis quoi, 2-3 ans ? Voilà, depuis un petit peu avant le confinement, on a vu une érosion de la demande. La consommation a commencé à diminuer et aujourd'hui, on a beaucoup de fermes qui sont en difficulté parce qu'on n'a plus de débouchés. Et alors qu'on avait connu un changement d'échelle très intéressant pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, on se pose la question justement d'agir pour relancer cette demande et relancer la consommation. Voilà. Ça veut dire, quand vous dites, il y a des agriculteurs, des agricultrices qui font marche arrière ? Oui, quelques-unes, quelques-uns, par-ci, par-là. C'est pas beaucoup ou ça commence à être un phénomène ? Alors, moi, ce que je regarde, c'est les surfaces au niveau national. Donc, on a perdu les surfaces bio l'année dernière. On va probablement en perdre encore cette année, alors que l'agriculture biologique, elle est au rendez-vous de la protection de la biodiversité, la protection de l'eau, on va en parler tout à l'heure, avec toujours une alimentation de qualité. Et donc aujourd'hui, la question se pose pour les pouvoirs publics de relancer cette filière-là, enfin, une bonne fois pour toutes et durablement. Les objectifs sont très hauts. On devrait doubler les surfaces d'ici 2030, mais je crois que là, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, malheureusement. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, parce que soyons positifs, il y a des leviers à activer, et c'est ce que vous faites dans un territoire comme le vôtre, Jean-Luc Allais. D'abord, quel intérêt ? Pourquoi développer la bio, au-delà des intérêts environnementaux qui sont évidents, mais qu'est-ce que ça représente pour un territoire ? Mais des intérêts environnementaux, et ça a des conséquences sur la santé des habitants. Moi, je suis élu pour que mes habitants vivent mieux. Et vivre mieux, c'est d'abord vivre en bonne santé. Et là, on en a besoin pour notre alimentation. Puis c'est aussi des conséquences sociales, puisque le nombre d'emplois créés par la culture biologique, c'est 3 fois plus que l'agriculture traditionnelle. Dans les Hauts-de-France, on crée un emploi tous les 8 hectares en bio et un emploi tous les 22 hectares
En traditionnel. En conventionnel. On ne va pas dire en traditionnel, on va dire en conventionnel. Et c'est de l'emploi par définition non délocalisable. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est tout bon pour un élu, et il a tout intérêt à le faire, en dehors de la qualité de l'eau, la qualité de l'air et tout ce qu'on veut, quoi. Et la qualité des sols aussi. Ça, les sols, on va les transmettre aux futures générations. Donc il y a des moyens, effectivement, on a des... Pour avoir public, on peut intervenir en sachant que lorsque l'agriculteur se lance dans une conversion, c'est une aventure pour lui quand même. Parce qu'il n'a pas sa boîte à pharmacie pour aller résoudre le problème. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? C'est de l'argent tout simplement? C'est des subventions? C'est de l'incitation en termes de consommation? C'est tout ça. Ouais. C'est un accompagnement technique, parce qu'il faut qu'il apprenne, qu'ils se remettent dans des nouvelles techniques. Ils échangent entre eux, donc c'est notre rôle à nous de servir, de les mettre en contact. C'est assurer des débouchés, donc le travail avec les consommateurs, le travail dans la restauration collective. Il y a un champ énorme à faire qu'on a pénétré depuis maintenant encore une quinzaine d'années, mais c'est aussi effectivement des incitations financières. Lorsqu'un agriculteur se lance dans la conversion, pendant 2 ans il va être en conversion, il ne va pas pouvoir vendre au prix du bio, il va vendre au prix du traditionnel, donc il perd de l'argent. Donc à ce moment-là, il faut que la collectivité compense. Et nous, on a mis en place une aide à la conversion qui s'ajoute aux autres aides à la conversion, qui est quand même substantielle, puisqu'on va de 3 000 € le premier hectare jusqu'à 1 000 € par hectare, jusqu'à 15 hectares. Ouais. Ça veut dire, Philippe Camburet, vous avez cette semaine-là publié un communiqué de presse, vous demandez une stratégie nationale pour la viticulture bio. Alors, donc ce qui est fait là à la dimension d'un territoire, vous voulez quoi? Que cette logique soit la plus vaste possible? Qu'est-ce que vous réclamez en fait? Ce qu'on constate dans des années au climat plus qu'atypique, on n'a jamais connu une année comme on en a eu en 2024, avec des difficultés dans toutes les cultures, et que l'on soit en bio ou que l'on soit en conventionnel. Aujourd'hui, ce qu'on demande pour les viticultrices et les viticulteurs bio, justement, c'est parce qu'ils sont plus respectueux de la nature, ils n'utilisent pas tout un tas de produits qui vont polluer l'eau, l'air, le sol, eh bien, ils vont récolter moins. Ils ont récolté moins cette année, par endroits, ils n'ont même rien récolté. La viticulture bio, c'est peut-être celle qui a le plus souffert, pardon de vous interrompre, mais en 2024, c'est vraiment la filière sinistrée de l'année. Absolument, quoi, absolument, parce que les conditions d'humidité ont favorisé le mildiou, que ce soit pour les pommes de terre ou les tomates aussi, mais en tout cas, la viticulture a été très touchée. Donc, on veut simplement des mécanismes qui permettent de durer dans le temps, c'est-à-dire que quand on a des bonnes récoltes, eh bien qu'on puisse justement faire de la précaution, du stockage de précaution, peut-être des aides fiscales aussi, mais en tout cas qu'on puisse durer dans le temps. Et si on n'apporte pas ça, eh bien les viticultrices et les viticulteurs vont se détourner progressivement de l'agriculture biologique, et on va se retrouver avec des territoires où on va encore baisser de surface. Moi, ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'on est devant des élus qui veulent rentrer dans le gagnant-gagnant. Développer de l'agriculture biologique, mettre 1 euro dans l'agriculture biologique, c'est dépenser beaucoup d'euros en moins sur l'eau potable. Aujourd'hui, il y a un tiers de l'eau potable du robinet qui est justement qui a encore des résidus de pesticides. Oui. Donc ça nécessite des sommes colossales pour dépolluer. Donc c'est du gagnant-gagnant que ces élus-là mettent en place sur leur territoire. Nous, dans notre fédération, on en accompagne plus de 400 sur le pays en entier, pour justement les aider sur la restauration collective, à mettre plus de bio dans leur cantine, mais aussi pour protéger leur zone de captage. Et on a justement un réseau d'une trentaine de territoires biopilotes qui forment une équipe. Chacun partage son expérience sur un sujet ou sur un autre. Et enfin, on voit arriver des solutions. Il y a beaucoup de territoires aujourd'hui qui sont bien plus loin que ces 10% de surface au niveau national, ou que c'est 10% de bio à la cantine. Ouais. Ils vont beaucoup plus loin parce qu'ils travaillent en équipe. Ouais, vous parlez de l'eau. Alors, on est dans ce qu'on appelle le bien commun. Jean-Luc Allais, finalement, c'est un bien commun qu'on doit protéger. Est-ce que ça veut dire qu'il faut
valoriser d'une certaine façon les services rendus par l'agriculture bio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a un agriculteur bio, une agricultrice, l'eau, elle va être de meilleure qualité, donc il faut aussi lui dire merci, mais merci d'une façon sonnante et trébuchante. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne va pas encore assez loin, même si on a des incitations financières variées et diverses, que je n'ai pas le temps d'expliquer. Là, on travaille. Il va falloir 2 ans, il y a 2 ans de boulot derrière, ça coûte une fortune, sur ce qu'on appelle un PSE, paiement pour services environnementaux. Et nous, on va aller plus loin, ça s'appelle paiement pour services environnementaux et de santé publique. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit bien de santé publique de nos habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de l'argent pour payer le travail qui est fait par les agriculteurs, pour protéger la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité de l'alimentation. On estime qu'un agriculteur bio, il a besoin, et les services rendus, autour de 450 € l'hectare. Donc on est parti là-dessus. Ça coûte cher. C'est 1 million d'euros par an. Et on s'est engagé pour 5 ans sur Douai Aglo. Le président Christian Poiret nous a donné son accord là-dessus pour trouver 5 millions d'euros sur 5 ans. Ça représente quoi sur le budget d'une aglo comme la vôtre? C'est pas énorme, on a un budget à 130 millions d'euros. Mais c'est quand même une somme, 1 million par an, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre le million d'euros. Nous, on va les chercher ailleurs. Alors, on va les chercher où? L'agence de l'eau, qui protège les nappes phréatiques. On va les chercher à l'État, à l'Europe. On va les chercher partout où il y a des soucis, pas des soucis, mais des envies de protéger la nature. Et puis, il y a aussi les entreprises. Les entreprises, elles ont un outil qui s'appelle le RSE. La RSE. Oui, on en parle responsabilité, ici, voilà. Oui. Et donc, nous, on dit, sur notre territoire, on dit aux entreprises, rejoignez-nous. On a ce qu'on appelle un PAT, projet alimentaire territorial, qui a tout simplement l'ambition d'avoir un nouveau système alimentaire sur le territoire et où on agrège tous ceux qui veulent travailler. On a des fondations qui nous financent, par exemple, et on a les entreprises. Et encore une fois, ça, c'est un levier énorme. On a des gros groupes comme Renault, les usines de batteries, qui pourraient nous rejoindre pour financer ce travail-là. Mais si on parle d'entreprise, il y a quand même la loi Egalim, il y a un pourcentage imposé de bio en restauration collective. Vous en voyez les effets de cette loi ou pas encore, ou pas suffisamment? Aujourd'hui, malheureusement, c'est un fiasco. C'est vrai. C'est un fiasco. On n'est pas encore à 10%, on devrait être à 20% depuis 2022. La loi, c'est 20%. Oui, 20%. Donc personne ne le respecte. Minimum de produits bio. Très peu. On a quelques territoires qui sont très en avance. Mais c'est un fiasco aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanction? Ben non. Non, pas de sanction et pas de contrôle. C'est un vœu pieux, pas de sanction, et les collectivités font ce qu'elles peuvent et ce qu'elles veulent. Donc par moment, on va prioriser sur d'autres actions, mais aujourd'hui, c'est ça le sujet. On a à notre portée, là, quasiment 10 à 20% du marché global bio qu'on n'actionne pas, quoi. Alors que moi, je suis agriculteur et j'ai des collègues en difficulté sur toute leur filière. Donc, aujourd'hui, on a ce problème-là, et puis, vous voyez qu'on a des collectivités qui viennent finalement suppléer ce que la politique agricole commune ne fait pas. Aujourd'hui, on devrait avoir une PAC qui est là au rendez-vous, justement, pour rémunérer les services environnementaux. Et malheureusement, à budget constant, ça veut dire que peut-être il faut donner un petit peu moins d'argent à une agriculture qui coûte cher par ailleurs. Le vrai prix de l'alimentation, ça devrait prendre aussi le prix de la dépollution, le prix de la santé publique. Et tout ça, c'est pas encore le bon calcul qui est fait. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Elsa Schei, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Open Climat créée en 2021 avec Vincent Papola. Et avec quelle idée? Dites-moi tout. Déjà, merci de m'accueillir. Effectivement, on travaillait en fait avec Vincent en conseil, notamment sur les sujets climat. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était impossible d'avoir accès à de l'information sur ce que faisaient les entreprises, de l'information qui soit comparable, qui soit fiable et qui soit lisible, pas seulement par des experts, mais par le commun des mortels. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce constat, il a nourri notre conviction qui est de se dire on n'arrivera pas à mener à bien cette transition si le sujet reste un sujet d'experts.
On a besoin de faire en sorte de mettre ça dans la main de tous les décideurs qui ne sont pas forcément des experts et qui ont besoin d'intégrer les sujets climat dans leurs décisions. Et donc c'est quoi Open Climat? C'est une plateforme, c'est Open, donc l'idée de data, de données, d'informations disponibles pour tout le monde? Exactement. Donc concrètement, Open Climat, c'est une plateforme de transparence qui centralise toute l'information sur l'action climatique des entreprises. On a d'un côté les entreprises qui partagent leurs informations à un unique endroit de façon exhaustive, de façon comparable, de façon fiable. Nous, on a un rôle au milieu de fiabiliser cette information, de l'harmoniser. Et de l'autre côté, on a toutes les parties prenantes qui peuvent consulter cette information, l'utiliser et intégrer ça dans leur choix. L'idée, c'est vraiment de se dire comment je facilite ce partage d'informations pour permettre davantage de collaboration et d'action. C'est quoi le modèle économique d'Open Climat? Ce sont les entreprises qui payent pour vous fournir les informations? Ça peut sembler un peu contre-intuitif. C'est quoi l'idée? Exactement, c'est les entreprises qui adhèrent à Open Climat pour mettre leurs informations, faire en sorte que nous, on a ce rôle de fiabilisation. Et derrière, nous, on crée tous les ponts pour que cette information arrive dans les mains de ceux qui la consultent vraiment. En fait, aujourd'hui, les entreprises agissent beaucoup. Elles mettent beaucoup de choses en place, mais en fait, ce dernier kilomètre qui est de le faire savoir, il ne fonctionne pas. Et ça répond à une demande de transparence qui est généralisée, donc c'est aussi ce qu'elles recherchent. Exactement. En fait, aujourd'hui, toutes les parties prenantes leur demandent des informations. Et si on s'arrête, si on mobilise pas son écosystème, on n'arrive pas à avoir un impact systémique. Je prends un exemple concret. Je suis une entreprise qui produit des biscuits. J'ai beau créer le meilleur produit bas carbone, j'ai investi énormément là-dedans. Si derrière, mes distributeurs ne le savent pas et ne le poussent pas en magasin, mon impact va être très, très limité. Ouais. Vous avez dévoilé au mois de septembre votre premier rapport sur les engagements climatiques des entreprises en matière d'émissions liées aux forêts, terres et agriculture. Qu'est-ce qu'il en ressort, l'idée principale de cette étude? En fait, on a sorti une étude justement sur ces engagements qui vont plus loin maintenant que seulement les émissions, mais qui vont devoir détourer tout ce qui est lié aux forêts, sols, agriculture. Pour l'instant, ça se met en place. Il y a encore peu d'entreprises qui sont engagées dans cette démarche, mais ça accélère. Et ce que je disais, c'est que l'ensemble de leurs parties prenantes commencent à leur demander des comptes là-dessus, ce qui fait que ça accélère aussi ce mouvement. Ouais. Le bilan extra-financier, la directive européenne CSRD, vous sentez l'effet de cette directive dans votre activité? C'est sûr que là, la réglementation s'en mêle et accélère les choses. Ça cadre le discours, ça fait qu'on a accès à davantage de données. Les entreprises se structurent, sont en train de mettre ça en place. Et ça fait grandir aussi le périmètre de jeu. Ça concerne de plus en plus des entreprises plus petites que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, effectivement, parce que étape par étape, ça va aller jusqu'à concerner les PME non cotées, puis même par capillarité, les sous-traitants et toutes les entreprises de la chaîne de valeur d'un produit. Merci beaucoup, Elsa Chaille, et bon vent à Open Climat. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais vous remercier de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux, et puis remercier Marie Billat et Alexis Mathieu, producteurs et programmateurs de Smart Impact, le réalisateur aujourd'hui Mani Pezech et Saïd Mamou au son. Belle journée sur notre chaîne, à très vite.